Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Psyturie, la chaîne qui parle mouvements sociaux, idées politiques et justice éco-sociale. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui, pour être très honnête, a été une de mes meilleures lectures politiques de l'année 2021. Démocratie réactionnaire, comment le racisme et l'extrême droite populiste sont devenus mainstream, écrit par le politologue Aurélien Mondon et le criminologue Aaron Winter. Ils sont impressionnants. Des vraies bombes avec système de refroidissement liquide, etc. Ce que les auteurs appellent démocratie réactionnaire est un phénomène qui serait devenu de plus en plus visible dans les dernières années, à savoir l'instrumentalisation des normes et des idées démocratiques à des fins réactionnaires. Ils affirment que la résurgence du racisme, du populisme et de l'extrême droite n'est pas le résultat de revendications populaires, comme on nous le dit souvent, mais plutôt la conclusion logique de la manipulation plus ou moins consciente du concept de peuple pour pousser des idées réactionnaires au service du pouvoir. Cela sert à renforcer les inégalités existantes et à nous détourner des préoccupations réelles et des alternatives radicales au système actuel. Pour illustrer leurs propos, les auteurs vont s'intéresser de plus près au cas des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France. Étant donné que vous êtes certainement plus familier avec le contexte français, et pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, nous n'aborderons que le cas français dans cette vidéo. Et puis ça donne une bonne raison pour acheter le livre afin d'en connaître davantage sur les cas américains et britanniques qui eux aussi sont vraiment intéressants. Pour comprendre le racisme aujourd'hui, il est essentiel de comprendre la pluralité de ses formes. Et dans leur premier chapitre, les auteurs proposent de présenter la principale forme de racisme qui nous vient en tête lorsque l'on aborde le sujet, le racisme illibéral. Le racisme illibéral désigne une forme d'expression du racisme qui est considérée comme étant en opposition au consensus et à l'ordre libéral d'après-guerre. On l'associe en général à des idées qu'on n'aurait pas l'idée d'aller justifier, comme le racisme biologique, la violence raciste, la ségrégation ou encore le génocide. Le racisme illibéral place ouvertement les populations dites blanches comme étant supérieures à toutes les autres races qui constituent des minorités dans les sociétés dominées par les blancs ou qui vivent en dehors de leurs frontières. Ces races sont perçues comme étant physiquement reconnaissables et sont essentialisées d'une manière qui rend leur assimilation dans les sociétés blanches impossible. Outre ce type de représentation, le racisme illibéral prend la forme de discours explicitement racistes, de discrimination, de harcèlement et de violence. Si de telles idées vous semblent extrêmes, et c'est plutôt rassurant, Tu sais donc pas que c'est pas bien d'être raciste, que c'est mal? il est important de rappeler que les théories et les articulations historiques du racisme, dont le racisme illibéral est issu, n'étaient pas du tout considérées comme marginales ou extrêmes par le passé. Ces théories et ces discours étaient souvent produits par l'establishment scientifique et l'élite politique, afin de gérer leurs empires coloniaux, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas rencontré d'opposition dans les métropoles et dans les colonies. La Seconde Guerre mondiale et les bouleversements sociopolitiques qui vont suivre vont marquer un changement dans la perception du racisme illibéral et provoquer un recul de l'extrême droite. Dans une Europe hantée par le traumatisme du nazisme et du fascisme, l'extrême droite pouvait donc difficilement refaire surface sans être immédiatement perçue comme un danger. La marginalisation de l'extrême droite va être d'autant plus renforcée par le déclin relatif du racisme d'État formel, c'est-à-dire l'interdiction légale des formes de racisme institutionnel les plus évidentes, comme la ségrégation. De plus, les années 60 et 70 voient la montée de contre-mouvements plus marqués à gauche, comme la seconde vague féministe, les droits civils ou encore les idées anticoloniales et antiracistes qui montraient bien que l'espace se réduisait pour les nostalgiques du fascisme. Si l'extrême droite voulait reprendre du terrain, il était essentiel qu'elle transforme son discours de manière à sortir de la marginalité sans diluer ses convictions idéologiques. En France, cette stratégie est amorcée dès les années 70-80 par des intellectuels ou des organisations qui iront même jusqu'à rejeter leurs liens avec l'extrême droite au sens large. La Nouvelle Droite, et en particulier le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, ont été des acteurs clés dans cette reconstruction, en abandonnant le discours sur la supériorité raciale de la civilisation européenne pour celui sur le différentialisme.
Le différentialisme, qui est défini en opposition avec l'humanisme, l'égalitarisme ou l'universalisme, prône la séparation radicale des cultures sous prétexte de les préserver ou de maintenir leur caractère original et unique. Il n'est plus question de hiérarchie raciale, mais de culture et de différence. Mais ce rejet apparent de toute hiérarchie raciale est hypocrite en cela qu'il ignore sciemment les dynamiques de pouvoir qui ont été forgées au cours de siècles d'oppression et d'exploitation. Le différentialisme, c'est ce qui est à la base des discours autour du racisme anti-blanc, de White Lives Matter, de la haine supposée de l'élite blanche envers elle-même, de la culture de la repentance et de tout un tas d'autres choses qui sont maintenant des éléments prédominants du discours d'extrême droite contemporain. C'est aussi à la base des discours qui font une équivalence entre le colonialisme blanc et l'immigration contemporaine. Parmi les autres acteurs de la reconstruction du discours d'extrême droite en France, on trouve aussi le Club de l'Horloge, un cercle de réflexion catholique, conservateur, pro-capitaliste et nationaliste français qui a entretenu des liens étroits avec la droite parlementaire et le Front National. Ces valeurs capitalistes et nationalistes sont au cœur du programme du FN dans les années 80 et vont contribuer à le rendre plus présentable pour un électorat plus modéré. Alors bien sûr, les succès électoraux du FN ne sont pas simplement dus à la stratégie de dédiabolisation de Le Pen et de ses alliés. Nous verrons un peu plus tard que leurs adversaires politiques traditionnels ont joué un rôle majeur dans ce processus d'intégration. Que ce soit le Parti socialiste, l'extrême droite, ce sont de fausses réponses à de vraies questions. Ou le RPR, devenu UMP, devenu Les Républicains, ce que les cadres du FN appelaient l'UMPS dans les années 2000. Pour les auteurs, le FN a surtout profité des échecs de ses adversaires et de leur opportunisme face à ce qui semblait être un bouc émissaire commode. En effet, dans la seconde partie du XXe siècle, le racisme illibéral et avec lui l'idée même d'extrême droite vont occuper une nouvelle fonction un petit peu inattendue, celle de permettre au courant libéral dominant de se présenter comme le véritable bouclier contre le racisme. Selon cette lecture, les idées et les pratiques de l'extrême droite auraient été vaincues par le libéralisme pendant la guerre et ne sauraient trouver aucune place dans nos sociétés contemporaines où seraient célébrées l'égalité, le multiculturalisme et la diversité. En tout cas, on aura tendance à présenter les idées racistes comme les vestiges d'une époque obsolète et révolue et qui ne seraient défendues que par une poignée d'individus irrationnels dont on pourrait même douter qu'ils fassent partie de notre société. Et en effet, quand on voit des drapeaux nazis ou des robes du Ku Klux Klan, on ne pense évidemment pas que ces choses appartiennent au présent, et encore moins au futur. Autrement dit, nos sociétés libérales vont avoir tendance à réduire le racisme à des représentations et des discours caricaturaux, extrêmes et dépassés, qui en fait limitent notre compréhension de ce qu'est le racisme et de comment les discours racistes peuvent se décliner et s'adapter à des nouveaux contextes, et y compris à des contextes libéraux. Vous l'aurez compris, le racisme est souvent représenté de manière monolithique et en opposition au libéralisme. Et donc pour beaucoup de personnes, il est parfaitement impensable de penser qu'il puisse exister des articulations libérales du racisme. Et cela vaut aussi pour d'autres types de discrimination et d'oppression. Pour reprendre les mots des auteurs, aujourd'hui, la plupart des Occidentaux reconnaissent qu'ils vivent dans des démocraties libérales, régies par des élections protégées par l'état de droit, avec un système qui nous offre la sécurité, l'égalité des chances et l'opportunité de choisir pour notre avenir, même si tout ça est limité dans une certaine mesure. La plupart des gens auraient quelques réserves, mais ne trouveraient pas suffisamment de preuves d'actes répréhensibles pour nier la qualité démocratique de notre environnement politique. Le libéralisme est adopté presque naturellement comme la seule idéologie qui pourrait protéger nos droits individuels, en particulier lorsqu'on le compare au fascisme ou au communisme stalinien, deux formes extrêmes qui semblent encore définir les limites de notre imagination politique. En bref, le libéralisme est hégémonique. Ainsi, nous tenons généralement pour acquis que le libéralisme est essentiellement une force du bien qui nous pousse vers le progrès et pousse nos sociétés à surmonter les maux illibéraux
tels que le sexisme et le racisme. Nos démocraties libérales ont tendance, dans leurs récits nationaux, à célébrer avec fierté d'avoir aboli l'esclavage, puis d'avoir vaincu le fascisme et la ségrégation. Nous faisons également l'éloge de la lutte libérale qui aurait donné le droit de vote à certains hommes, puis à tous les hommes, et enfin aux femmes et aux personnes de couleur. Pour les auteurs, c'est une vision extrêmement simpliste et mensongère de l'histoire. Nous soutenons qu'au lieu d'être à la base du progrès, le libéralisme n'est pas apparu en opposition à ce que nous considérons aujourd'hui de manière commune comme étant des maux illibéraux, mais qu'il a plutôt participé à la persistance de certains d'entre eux. Cela ne veut pas dire que le libéralisme n'a pas amélioré le sort de nombreuses personnes, et il a certainement offert un espace d'émancipation inédit. Pourtant, la plupart des progrès réalisés au cours des 200 dernières années ont rarement été le résultat de la propre volonté des libéraux au pouvoir, mais ont été arrachés contre leur gré lorsqu'ils ont été contraints de s'adapter en raison d'événements extérieurs ou politiques. Cela est particulièrement flagrant dans le cas de l'esclavage, qui faisait partie intégrante de la vision libérale de l'époque. De même, l'émancipation et la mobilisation politique des femmes et de la classe ouvrière a également été ardemment combattue par les libéraux aux côtés de nombreux autres groupes. Pourtant, il est courant aujourd'hui dans nos sociétés libérales de féliciter notre système d'avoir réalisé des progrès que ses propres élites et dirigeants avaient autrefois empêchés, retardés ou dénoncés. Nous célébrons l'abolition de l'esclavage, l'État-providence et le droit de vote des femmes comme s'ils avaient été arrachés des mains de dictateurs dont les intérêts reposaient sur des idéologies révolues. Et ce, malgré le fait évident que c'est la lutte contre les élites libérales et leurs intérêts les plus directs qui a conduit à ces progrès. Vous l'aurez compris, dans ce chapitre, les auteurs vont démontrer comment les idéaux libéraux ont été et sont encore utilisés pour promouvoir des idées réactionnaires et notamment des idées racistes. Et pour mener cette démonstration, les auteurs vont mobiliser le concept de racisme libéral. Le racisme libéral repose sur le postulat qu'il n'est pas du racisme. Vous vous en souvenez, le vrai racisme, c'est le racisme illibéral, celui de l'extrême droite. Un racisme pathologique et non systémique, un racisme qui est individuel et non collectif, un vestige du passé qui a justement été vaincu par le libéralisme. En réalité, c'est une vision extrêmement confortable pour l'élite dirigeante et qui est extrêmement simpliste. Le racisme peut s'articuler de nombreuses façons, y compris au sein des discours dits libéraux et progressistes, ce qui brouille parfois la frontière entre le racisme libéral et le racisme illibéral. Alors pourquoi le racisme libéral serait du racisme ? Le racisme libéral est raciste en cela qu'il ignore ou nie les formes de racisme persistantes dans nos sociétés qui sont comprises comme des sociétés post-raciales. Dans ce mode de pensée, il peut y avoir des personnes racistes, mais notre société en revanche, elle ne peut pas être structurellement raciste. Et c'est ce même mode de pensée qui explique la résistance au terme racisé en France. Au lieu de comprendre que le mot racisé et son dérivé racisation ne reconnaît pas l'existence de race biologique chez les humains, mais désigne le processus politique par lequel une personne est, en raison de certaines caractéristiques, assimilée à une identité raciale socialement construite et qui va avoir un impact sur tout un tas d'aspects de sa relation avec le reste de la société et l'État, tout ce que les opposants en termes avaient à dire, c'est que les races, même en tant que concept sociologique, ça n'existe pas et que par conséquent, on ne pouvait pas utiliser un tel mot. Mais en refusant l'existence de racisme systémique et de race d'un point de vue sociologique, le discours libéral va avoir tendance à être dans une sorte de déni par rapport à la position hégémonique de la blancheur dans nos sociétés. Par position hégémonique de la blancheur, on entend que le fait d'avoir une peau blanche est encore considéré comme étant la norme de base, y compris dans nos sociétés libérales, supposément post-raciales. L'absence de race est désormais assimilée à la neutralité raciale, qui à son tour est interprétée comme la blancheur. En effet, pour l'autrice et militante britannique Renée Eddo-Lodge, la couleur blanche n'est pas perçue comme les autres couleurs de peau dans nos sociétés.
Elle est perçue comme étant une couleur neutre qui n'est pas susceptible de placer les personnes blanches dans une situation structurellement plus favorable que les personnes de couleur, ce qui est pourtant largement démenti par les études sur le sujet. Cela ne signifie absolument pas que les personnes blanches ne peuvent pas être confrontées à d'autres types de discrimination dans leur vie, mais ce ne sera pas à cause de leur couleur de peau. Car dans une société où la blancheur est encore la norme, ils n'auront pas à être confrontés aux obstacles qui sont placés sur le chemin des personnes qui ne sont pas blanches. C'est ce qu'on désigne parfois de privilège blanc, encore un mot qui suscite des réactions très vives. Car dans une société libérale qui est très soucieuse d'entretenir l'idée de méritocratie ou d'égalité des chances, le mot privilège, c'est un mot qui passe mal. Et pourtant, nous savons pertinemment que l'égalité des chances, c'est loin d'être une réalité, notamment pour les personnes qui ne sont pas blanches. À noter que le refus de comprendre cette situation n'est pas une attitude étonnante. Comme l'écrivait la sociologue Peggy McIntosh en 1988, on apprend soigneusement aux blancs à ne pas reconnaître le privilège des blancs, comme on apprend aux hommes à ne pas reconnaître le privilège des hommes. Un privilège qui fait que les personnes blanches participent, qu'elles en soient conscientes ou non, qu'elles le souhaitent ou non, à la reproduction d'un système oppressif qui leur donne accès à tout un tas d'avantages. Une autre façon assez connue d'illustrer la position hégémonique de la blancheur, c'est de regarder la réaction des médias et de la société en général face à un acte terroriste. Si le coupable est une personne non blanche, on va exiger que l'ensemble des personnes non blanches du pays prennent publiquement position et prouvent leur loyauté sous peine d'être perçus comme des ennemis de l'intérieur. Si le coupable est une personne blanche, il y a déjà de fortes chances pour que l'on qualifie ce dernier de loup solitaire, et il est certain que les personnes blanches seront exemptées de toute culpabilité ou suspicion collective. L'autre ne peut pas être la personne blanche. Toute contestation de cette norme est accusée d'être du racisme inversé ou une démarche de victimisation. Inversement, la blancheur ne peut être reconnue que si elle est considérée comme étant l'impuissante ou la victime. Les auteurs illustrent ce point avec les réactions au mouvement Black Lives Matter, comme All Lives Matter, toutes les vies comptent, ce qui est la réponse libérale, post-raciale et daltonienne, ou encore White Lives Matter, qui est la réponse d'extrême droite. Si les cibles du racisme illibéral sont définies par la construction et l'affirmation de leur non-appartenance à un groupe racialisé particulier, les cibles du racisme libéral sont définies en termes de leur non-appartenance supposée aux sociétés libérales et à leurs règles prétendument fondées sur les droits humains et l'héritage des Lumières, ce qui est largement discutable et à nuancer. Mais contrairement au postulat du racisme illibéral, ce postulat, il est hégémonique dans nos sociétés. Et aujourd'hui, il vise principalement, mais pas que, les personnes de confession musulmane. Le racisme libéral se distingue aussi du racisme illibéral par son soutien apparent à des populations que le racisme illibéral aura plutôt tendance à prendre pour cible, comme les femmes ou les personnes LGBTQ+. Mais pour les auteurs, il s'agit d'un soutien opportuniste, en cela qu'il ne s'exprime que lorsque la menace provient ou proviendrait de certains ennemis. Ainsi, bien qu'ils aient pu critiquer leurs activités, les libéraux en France n'ont jamais considéré que le mouvement chrétien conservateur de la Manif pour tous constituait une menace pour la survie des idéaux républicains ou de la laïcité. Ces logiques deux poids, deux mesures se retrouvent également dans les luttes féministes et ont profondément divisé les féministes entre elles. Or, la sociologue Christine Delphi fait bien remarquer qu'il n'a jamais été dit qu'il n'y a pas de sexisme dans les communautés musulmanes, mais que ce n'était pas exclusif aux communautés musulmanes et que le combattre exclusivement dans ces communautés est à la fois raciste et hypocrite. Cependant, un point commun entre le racisme libéral et le racisme illibéral réside dans l'utilisation de la liberté d'expression pour promouvoir des idées réactionnaires. Si l'on associe souvent cette instrumentalisation à la droite et à l'extrême droite, on la retrouve abondamment utilisée chez le courant libéral dominant. Pour les auteurs, l'acceptation et la visibilité accrue du racisme libéral, notamment par son utilisation contre les communautés musulmanes et les personnes perçues comme telles, ont conduit à une radicalisation des discours réactionnaires,
mais aussi à leur légitimation par les acteurs du courant dominant. Sous les auspices des valeurs et des concepts libéraux traditionnels et classiques, notamment la liberté d'expression, nous avons assisté à un retour de bâton fondé sur une supposée équivalence post-raciale qui considère les critiques du pouvoir et des privilèges, sous la forme de l'antiracisme et de la politique identitaire, comme opposées aux lumières et aux valeurs universelles quand elles ne sont pas assimilées à du racisme anti-blanc sous la forme de racisme inversé. Et donc, on a vu revenir sur le débat public des idées et des propos que pour beaucoup, en fait, on pensait avoir écartés pour de bon. Et cela ne s'est pas produit de nulle part. On le doit à des gens bien réels, libéraux ou non. De fait, une cohorte croissante d'universitaires, d'experts et de pseudo-intellectuels ont fait ou refait carrière en se présentant comme des leaders d'opinion politiquement incorrects, se présentant contre un establishment prétendument dominé par l'extrême gauche, les woke, les néo-féministes, le lobby LGBTQ+, les social justice warriors et autres épouvantails. A l'inverse, ils vont avoir tendance à se présenter comme les défenseurs héroïques des Lumières, de l'universalisme, de la rationalité, de l'égalité des chances et des valeurs de la civilisation occidentale. Pour les auteurs, cette posture constitue un modèle économique particulièrement lucratif. Il a rassemblé un certain nombre d'universitaires, de politiciens et d'experts qui semblent avoir renoncé à rechercher le respect de leurs pairs, se tournant plutôt vers l'extrême droite qui leur offre une admiration bon marché en échange de la légitimation de leur statut. En France, la présence de ces polémistes et pseudo-intellectuels ne date pas d'hier. Car oui, le paysage intellectuel et médiatique français, ça n'a jamais été un lieu entièrement dominé par la gauche, contrairement à ce que la droite s'acharne à nous dire matin, midi et soir. Et depuis le temps, la situation a beaucoup évolué, notamment à cause des médias télévisés, où l'essor des émissions d'infodivertissement basées sur la confrontation agressive et les phrases chocs ont donné une plateforme à tout un tas d'acteurs opportunistes pour diffuser des idées simplistes et polémiques. Ces polémistes de droite ont complètement dépassé leurs adversaires de gauche dans les grands médias, qui leur ont déroulé le tapis rouge, soit par adhésion idéologique, soit pour faire monter cyniquement leurs chiffres d'audience. Malgré tout, ces polémistes continuent à prétendre qu'ils sont soumis à la censure du politiquement correct et de la bien-pensance de gauche dans un environnement médiatique qui serait hostile à leurs idées. Quand vous employez d'autres mots que les mots qui sont imposés par la doxa de gauche, vous passez pour un affreux polémiste. J'emploie mon vocabulaire et pas le vocabulaire qu'on veut m'imposer. Et c'est ça qui fait hurler. Et c'est pour ça qu'on m'appelle polémiste d'extrême droite, etc. Oh, bouh! Laisse-moi jouer une chanson triste en ton honneur sur le plus petit violon du monde. Alors que dans la réalité, on ne fait que parler de leurs idées et les populations qu'ils stigmatisent n'ont que très peu d'occasions de leur répondre publiquement. Une posture tout à fait hypocrite, mais qui leur donne un air de rebelles et de briseurs de tabous qui ont le courage de parler des vrais sujets qui fâchent, comme le judéo-bolchevisme. Ah pardon, je veux dire l'islamo-gauchisme. Comme nous l'avons vu, le libéralisme n'est pas étranger au racisme, qu'il soit historique ou systémique, et il existe aussi de nombreux cas où l'illibéralisme a été intégré par des individus et des organisations d'obédience libérale. Les frontières entre les différentes formes de racisme sont floues et ne font que devenir plus floues. Mais malgré ce flou, la distinction entre le racisme illibéral et le racisme libéral est essentielle à la perpétuation d'un système fondé sur la prédation et l'exploitation. Pour les auteurs, étant donné que le courant dominant n'a pas réussi à s'attaquer au racisme en son sein, il a été possible pour l'extrême droite reconstruite, avec l'aide de ses alliés opportunistes de l'élite dominante, d'exploiter le racisme libéral pour promouvoir un programme de plus en plus radical. Il n'est donc pas surprenant que le masque tombe souvent et que le racisme libéral puisse rapidement devenir illibéral. La question se pose donc de savoir comment le racisme navigue entre le racisme illibéral et le racisme libéral, entre le courant dit extrême et le courant dominant. En gros, est-ce que c'est l'extrême droite qui s'intègre de plus en plus dans le paysage politique,
ou est-ce que c'est le courant dominant qui se radicalise ? Pour répondre à cette question, les auteurs se concentrent principalement sur les discours au lieu des résultats électoraux en tant que tels. Cela permet notamment de ne pas tomber dans une vision où les victoires et les défaites de l'extrême droite au niveau électoral seraient les seuls indices légitimes de la diffusion des idées d'extrême droite dans le pays, et particulièrement dans le discours politique dominant. On serait alors amené à reproduire une vision selon laquelle l'intégration se fait dans un sens unique. L'extrême droite peut soit rester comme elle est, soit se rapprocher du courant dominant. En revanche, on va beaucoup moins parler d'un autre cas de figure, celui où le courant dominant, supposément imperméable à l'extrême droite, se rapproche de l'extrême droite. Parce que l'intégration, c'est un processus à double sens. Peu importe les efforts déployés par l'extrême droite pour diffuser leurs idées, si le courant politique dominant dans son ensemble n'est pas disposé à les accueillir, elles resteront marginales. Bon, vous voyez probablement où les auteurs veulent en venir. Les politiciens et les médias traditionnels ont joué un rôle déterminant dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Une situation où le Rassemblement national est devenu un prétendant presque normal au pouvoir. On est quand même loin de l'ambiance de 2002 où les manifestations contre la présence du FN au deuxième tour de l'élection présidentielle avaient réuni plus d'1 million de personnes dans les rues. Pour les auteurs, le mandat de Nicolas Sarkozy est un très bon exemple parmi tant d'autres de comment le courant dominant a contribué à rendre les idées de l'extrême droite mainstream. En reprenant notamment son discours sur la décadence du pays, tantôt vu comme la décadence de la France en tant que nation, tantôt vu comme la décadence du modèle républicain. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Lors du congrès de l'UMP à Caen en 2007, Sarkozy déclarera « Notre modèle républicain est en crise ». Cette crise est d'abord une crise morale. Cette crise morale est une crise des valeurs, une crise des repères, une crise du sens, une crise de l'identité. En ajoutant que le dénigrement de la nation est au cœur de cette crise. Pour les auteurs, Sarkozy s'est positionné comme le porte-flambeau d'un nationalisme aigu, fondé sur la fierté d'une histoire simpliste et glorifiée, et sur une posture sans complaisance vis-à-vis du passé de la France, y compris de la colonisation. Ses dénonciations de l'intelligentsia et de sa culture de la repentance ont été au cœur de son discours et rappellent les stratégies typiques de l'extrême droite. L'accent qu'il a mis sur la criminalité, l'identité nationale et l'immigration a particulièrement séduit les nombreux électeurs qui avaient été séduits par le discours de Le Pen, mais qui pensaient qu'il ne pourrait jamais atteindre le pouvoir. Il n'y a donc pas eu de surprise lorsque quelques mois avant les élections, Sarkozy a déclaré « J'essaye de faire appel à l'électorat du Front National » et qu'il irait les chercher un par un si nécessaire. Cette approche s'est avérée fructueuse et les électeurs du FN se sont tournés en masse vers Sarkozy, laissant Jean-Marie Le Pen avec seulement 10% des voix. Et au second tour, 2/3 des électeurs de Le Pen se sont reportés sur le candidat de l'UMP. Les lepéno-sarkozystes interrogés ont montré que ce transfert était directement lié à l'emprunt par Sarkozy de la rhétorique et des thèmes politiques de Le Pen. Quelle indignité. L'impact de Sarkozy, il a été énorme. Sa position de leader d'un parti politique dominant a conféré un sentiment de respect et de légitimité sans précédent aux idées de Le Pen. Les pires bêtises, les trucs les plus bovins de l'extrême droite, nous avons le président en exercice qui les recycle. C'est que ça vaut quand même la peine qu'on s'indigne. Le gouvernement de Manuel Valls, sous la présidence de François Hollande, a continué à creuser ce sillon, démontrant que la normalisation des idées de l'extrême droite est un processus auquel a aussi participé une partie de la gauche. Et donc, bien que cela ait été un choc, l'accession de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle de 2017 n'a pas donné lieu à des manifestations comme celle de 2002. Le parti est devenu mainstream. Cela s'est accentué au cours du mandat d'Emmanuel Macron, qui n'a pas fourni d'opposition forte à l'extrême droite et dont le gouvernement a même adopté une partie de ses rhétoriques. Nous devrions nous autoflageller, regretter la colonisation, je ne sais quoi encore. Même chose du côté du parti Les Républicains, qui n'a fait que se rabougrir sur les thèmes identitaires du RN.
Ainsi, après une longue phase de dédiabolisation du Front National dans les années 90 et 2000, les idées de l'extrême droite sont tellement devenues mainstream que leur présence au gouvernement est devenue quasi normale. Et j'en reviens à votre livre parce que je l'ai lu avec beaucoup d'attention. Et objectivement, à part quelques incohérences, j'aurais pu le signer. Non, ce livre. Ça va aller. Si, j'aurais pu le signer. Madame Le Pen ne nomme pas l'ennemi. Et je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. Et comme on nous rabat les oreilles que c'est ce que désire le peuple et que nous sommes en démocratie, et que par conséquent les partis traditionnels et les médias doivent traiter les questions prioritaires comme l'immigration, le débat public dérive toujours plus à droite. Mais est-ce que la diffusion des idées d'extrême droite dans le champ politique découle réellement d'une volonté populaire ? Alors déjà, avant de dire que la diffusion des idées d'extrême droite dans le champ politique découle d'une volonté populaire, il faut déjà qu'on reconnaisse tous les biais dans la mesure de cette volonté populaire. Aujourd'hui, on limite considérablement notre vision de la démocratie à un de ses éléments fondamentaux, la majorité numérique, mesurée par les résultats des élections et de plus en plus renseignée par les sondages. Les auteurs vont revenir ici sur les différents biais qui entourent la formation de l'opinion publique, de l'agenda médiatique et des sondages, qui sont des biais qui ne font que s'accroître avec la montée de l'abstention. Car lorsque l'abstention est élevée, le fait de baser ses analyses électorales sur le nombre total des votes exprimés, plutôt que sur le nombre des électeurs qui sont inscrits, va avoir tendance à exagérer les résultats et donc à donner plus de pouvoir symbolique et politique à ceux qui gagnent les élections et aux partis qui montent dans les sondages. Par exemple, aux élections de 2017, le parti de Marine Le Pen n'a pas été plébiscité par 21% de la population au premier tour, mais par 21% des suffrages exprimés, c'est-à-dire les votes validés. Si l'on considère l'ensemble du corps électoral, c'est-à-dire qu'on rajoute les bulletins blancs, les bulletins nuls et les non-votes des abstentionnistes, on passe de 21% à 16%. Et puis, si on considère le résultat sur l'ensemble de la population française, ce qui comprend les personnes qui ne sont pas en âge de voter, ou qui sont en âge de voter mais qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales pour tout un tas de raisons, on passe de 16% à 11,5%. Bon d'ailleurs là je prends l'exemple de Marine Le Pen parce qu'on parle d'extrême droite, mais ça concerne bien l'ensemble des candidatures de l'élection présidentielle. L'abstention est un enjeu démocratique qui concerne l'ensemble du champ politique. Mais bon, allez, on va quand même se pencher sur les personnes qui votent pour des partis d'extrême droite pour voir si le lien entre classe populaire et extrême droite se vérifie dans les faits. En France, il est courant de dire que le Rassemblement national a pris un tournant plus social sous la présidence de Marine Le Pen. Alors c'est vrai que le parti s'est quelque peu éloigné de ses positions très néolibérales des années 80, même si honnêtement, il n'y a pas de quoi faire trembler la bourgeoisie dans leur programme actuel. Mais force est de constater qu'une grande partie du discours économique qui émane du RN semble cibler la classe ouvrière, avec un certain succès dans certaines régions. Et pourtant, si l'on examine de manière plus précise les enquêtes d'opinion et l'électorat du RN, on constate en fait que le lien entre la classe ouvrière et le parti d'extrême droite n'est pas aussi direct et puissant qu'on pourrait l'imaginer. Les progrès électoraux du RN concernent davantage en fait les franges de la population qui s'étaient éloignées de toute socialisation politique. Et il y a aussi des facteurs générationnels qui doivent être pris en compte. Les analyses suggèrent aussi que le RN a principalement progressé dans les groupes de la classe ouvrière qui étaient déjà sous l'emprise de la droite, alors que les groupes traditionnellement à gauche ont plutôt grossi le rang des abstentionnistes. On peut aussi raffiner cette analyse en observant l'échelle des salaires des électeurs FN issus de la classe ouvrière. Ce sont les personnes se situant dans les catégories intermédiaires, comme les ouvriers qualifiés, les indépendants ou les commerçants, qui semblent avoir le plus voté pour le RN, contrairement à ceux qui se trouvent dans les catégories les plus pauvres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une partie de la classe ouvrière qui a voté RN, mais cela veut bien dire que le récit dominant concernant le lien supposé entre l'extrême droite et les ouvriers, c'est facilement nuançable et contestable.
Néanmoins, cela n'a pas empêché le RN de se présenter comme le champion de la classe ouvrière et à présenter son leader comme la candidate du peuple contre l'élite. Un récit biaisé donc, mais qui a été largement adopté par les élites. Et pour les auteurs, ça a eu deux conséquences majeures. Premièrement, cela a légitimé l'extrême droite et sa politique comme étant la politique qui est demandée par le peuple. Et deuxièmement, cela a encouragé la diabolisation des classes populaires et ouvrières et de ce qu'elles représentent dans notre conscience démocratique collective. Depuis le vote du Brexit et l'élection de Donald Trump, nous avons subi un matraquage médiatique sans précédent sur le grand danger pour la démocratie libérale que représenterait le populisme. Une menace qui serait générée par les partis populistes eux-mêmes et alimentée par le soutien des masses mécontentes, généralement issues de la classe ouvrière. Les titres les plus catastrophistes et caricaturaux se sont ainsi enchaînés en ignorant largement les performances électorales très inégales de ces partis, souvent minoritaires dans les scrutins, mais aussi la diversité de leurs programmes et la nature même du populisme. Cette focalisation excessive et simpliste sur les populismes ne se limite pas à une partie de la classe politique et aux médias. Les universitaires ont aussi joué un rôle important en développant un énorme volume de littérature dont la qualité variable s'explique en partie par des démarches carriéristes et opportunistes. Ce genre de phénomène est malheureusement favorisé par la néolibéralisation de la recherche et par le fait que ce soit un sujet à la mode. Évidemment, ça ne concerne pas tout le monde. Et tout ça, ça a un impact considérable sur la teneur du débat public. En Europe et en Amérique du Nord, la notion de populisme a surtout été liée à la droite et à l'extrême droite dans le discours des médias et des politiques. Comme l'étymologie du terme populisme suggère que les populistes peuvent représenter le véritable souhait du peuple, cela a amené peu à peu l'idée que l'extrême droite était ce que souhaitait le peuple. Un peuple perçu comme une masse irrationnelle et conservatrice. On retourne toujours à cette fameuse théorie des foules de Gustave Le Bon sur cette chaîne en fait. Et cela a à son tour légitimé des idées racistes et excluantes en les faisant passer pour des revendications populaires et démocratiques. Le populisme a été ainsi utilisé par l'élite sociale et politique pour impliquer ce que le philosophe Jacques Rancière décrit comme la supposée ingouvernabilité des démocraties. Autrement dit, on va être amené à blâmer le peuple pour son comportement irrationnel et irresponsable qui fait monter les extrêmes. Pour les auteurs, les formes de populisme de gauche ont elles aussi été instrumentalisées par les libéraux qui les ont présentées de manière totalement fallacieuse comme des menaces équivalentes à celles du populisme de droite, comme s'ils étaient les deux faces d'une même pièce. Ce qui n'a que très peu de sens car le populisme n'est ni bon ni mauvais. C'est une stratégie discursive et politique qui ne saurait être utilisée seule pour expliquer un quelconque phénomène politique. Faire croire que les idéologies de gauche et de droite seraient les mêmes sous prétexte qu'elles s'articuleraient sous des principes populistes relève d'une position confusionniste. Confusion d'autant plus efficace que l'extrême droite elle-même va avoir tendance à ne pas s'associer aux formes de racisme illibéral, même si au fond, elle reste quand même assez raciste. Mais ça, on n'entendra jamais de la part d'une personne d'extrême droite, bien évidemment. Je ne suis pas raciste. C'est quand même incroyable d'avoir une vision racialiste comme ça des choses. Moi, je vois pas de blagues de blanc et de beurre. Moi, je vois des Français. Je ne suis pas raciste. Je suis la personne la moins raciste que vous n'ayez jamais interviewée. Voilà ce que je peux vous dire. La France est un pays aux racines judéo-chrétiennes. Voilà. La France est un pays de race blanche. A few moments later. Une race humaine. Parce que là, on est parti sur d'autres débats. C'est tout. Bien sûr que Éric Zemmour n'est pas raciste. Je ne crois pas qu'Éric Zemmour soit xénophobe, il n'est pas raciste, sinon je ne serais pas à ses côtés, je déteste le racisme, la xénophobie. Il a été condamné pour provocation à la haine quand même, provocation à la haine religieuse et raciale. Bon, il fut un temps où on reprochait à Marine Le Pen aussi d'être xénophobe, raciste, voilà, bon, tout ça est injuste. Que faire face à cette situation? Face aux réactionnaires de tous bords. Convaincus que le pouvoir sur le discours s'accompagne d'une responsabilité d'agir, l'inaction étant une forme de complicité, les auteurs entreprennent en conclusion une tâche importante
aussi importante que la description du phénomène dont il parle, et sans laquelle nous sommes trop souvent à gauche condamnés à l'impuissance, il propose des solutions. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et appris des choses. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un petit commentaire et surtout à partager la vidéo, ça aide beaucoup pour la motivation. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles lectures afin de penser et de repenser le monde.